Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur la centrale panafricaine de recherche scientifique et culturelle. Nous sommes aujourd'hui 12 mai 2012. En ce jour important, se tient en Europe une conférence panafricaine sur l'afrocentricité. 12 mai 2012, c'est aussi le lendemain de la commémoration du 31e anniversaire du décès du célèbre chanteur rastafarien et panafricain Bob Marley. Donc, c'est dire que cette journée est une journée de communion entre tous les chercheurs panafricanistes du monde entier. D'un autre côté, n'oublions pas que nous sommes au lendemain de la brillante élection de M. François Hollande au poste prestigieux de président de la République française. Alors, au lendemain de cette élection de François Hollande, les observateurs de France 24, par courrier électronique, ont interpellé les Africains pour leur demander à l'occasion d'essayer d'illustrer la France-Afrique par des anecdotes si possible, ou encore par des exemples concrets de leur pays. Alors nous, à la centrale panafricaine, parce que notre pays c'est l'Afrique, eh bien, nous avons choisi d'apporter cette contribution en rapport avec l'Afrique. Alors, nous allons ainsi donc commencer par nous donner une définition de la France-Afrique. Nous allons ensuite citer des anecdotes tirées du quotidien, avant de fondre ensuite dans quelques exemples concrets de la matérialisation de la France-Afrique. Et bien sûr, nous allons conclure par quelques leçons que l'on peut tirer de ce concept. Alors, mesdames, messieurs, une fois de plus, bienvenue sur la centrale panafricaine. Alors, la France-Afrique, on peut l'entendre comme la coopération France-Afrique ou Afrique-France, vue sous l'angle des intérêts dominateurs de la France. La France-Afrique, si je ne m'abuse, pourrait être simplement aussi définie comme l'impérialisme français en Afrique. Maintenant, pour en venir aux anecdotes, nous allons en énumérer deux. Nous avons vécu il y a quelque temps. Nous sommes à Douala, au Cameroun, devant un kiosque à journaux, pendant cette période d'activité politique intense en France, c'est-à-dire autour du 6 mai 2012 dernier. Eh bien, alors que les uns et les autres, on spécule sur les apports probables de François Hollande à la France-Afrique ou à l'Afrique, eh bien, il y a un ancien en âge qui est intervenu pour rappeler à nous autres relativement jeunes, pour dire que, eh bien, les promesses d'un changement radical dans la France-Afrique, ça ne date pas d'aujourd'hui. Rappelons en passant que François Hollande a promis d'enterrer la France-Afrique, alors que quelque temps avant lui, c'est le président Sarkozy, son prédécesseur, qui avait promis pendant sa montée vers la présidence d'y mettre un terme. Alors cet ancien nous a rappelé que ça date depuis le président de Gaulle, le général de Gaulle. Il en a été ainsi avec Pompidou, Giscard, Mitterrand, Chirac. Donc, cet ancien voulait nous faire comprendre qu'il n'y a pas d'illusion à se faire. Il voulait ainsi rappeler que les promesses politiques n'engagent que ceux qui y croient. Donc, c'était une invitation de nous autres Africains à de la tempérance face à l'arrivée de M. François Hollande. Deuxième anecdote, ça se passe le dimanche 6 mai sur
un plateau de Canal 2 International, chaîne de télévision privée basée à Douala au Cameroun. En ce soir où les résultats des élections présidentielles de France, second tour, sont attendus, eh bien, un débat a cours sur le plateau, un plateau sur lequel il y a plusieurs intervenants, dont un certain Gaston Kielman et un entrepreneur français au Cameroun. Dans la foulée des débats sur la France-Afrique, eh bien, cet entrepreneur français au Cameroun, dans le ton paternaliste caractéristique de la France-Afrique, eh bien, il va dire « La France a fait un merveilleux cadeau au Cameroun, à savoir la langue française, dans un Cameroun qui compte près de 250 ethnies. » Alors, ce paternalisme n'a pas manqué de susciter de l'irritation chez les journalistes présentateurs de cette émission, dont Martial Bissot, qui n'a pas donc hésité à demander à ce monsieur, entrepreneur français au Cameroun, qu'est-ce que la France gagne alors dans la France-Afrique en retour? Bon, dites-vous que la réponse n'a pas été évidente pour cet entrepreneur parce qu'il n'avait pas prévu ce cas de figure. Bien. Tout au moins, dans son attitude, eh bien, on peut dégager, disons, l'ascendant psychologique que le français veut garder sur l'africain. Venons-en maintenant aux marques concrètes france-africaines, si vous permettez le terme, chers internautes, chers téléspectateurs. Alors, comme première marque de la France-Afrique sur le terrain, bien sûr, nous n'allons pas être exhaustifs, on n'a pas cette prétention. Il y a les sommets franco-africains, qui sont des moments d'intense actualité politique où la France s'entoure de ses ex-colonies, certainement pour donner des leçons. Et peut-être, malheur à quel chef d'État oserait s'absenter. Là également, c'est une dimension psychologique de la France-Afrique. Question de garder un ascendant moral, psychologique sur l'Africain. À côté des sommets france-africains, on peut se souvenir de cette lourde réflexion du feu président Omar Bongo du Gabon. Une réflexion très profonde et descriptive de la France-Afrique. Il disait, la France sans le Gabon est comme une voiture sans essence, et le Gabon sans la France est comme une voiture sans chauffeur. Vous voyez bien, chers messieurs et dames, que dans une option ou l'autre, eh bien, c'est la France qui prend les devants, c'est la France qui est gagnante. Ça traduit que la France-Afrique, c'est comme un partenariat très connexe. Trop soudé peut-être, pour être démantelé du jour au lendemain. Ensuite, troisième fait caractéristique de la France-Afrique, on peut citer les bases militaires françaises en Afrique. On sait qu'il y en avait à l'époque à Côte d'Ivoire, au Gabon, au Sénégal, à Djibouti, au Tchad, et ainsi de suite. Ces bases militaires, qui sont à but d'influence, de mise en garde, on se souvient, elles ont même été dénoncées par le rastafarien ivoirien Alpha Blondy dans une de ses chansons assez célèbres aujourd'hui. Savoir armée française, allez-vous-en, pour ceux qui s'en souviendraient. Autre fait important de la France-Afrique que nous avons pu recueillir, ou alors déceler, ou alors rassembler, c'est mieux ainsi, ça nous ramène en Côte d'Ivoire en 2000, quand le président Gbagbo arrive au pouvoir. Il découvre à l'intérieur de la présidence de Côte d'Ivoire un tunnel qui sortait à l'ambassade de France. Lequel tunnel il a bouché avec du béton, avant de le présenter à une chaîne de télévision française. Il est possible que cet acte du président Gbagbo, qui montrait ainsi sa capacité à rompre effectivement avec la France-Afrique, ou alors à redéfinir la France-Afrique,
C'est peut-être là le point de départ de ces multiples déboires qu'il a eu au pouvoir. D'autre part, on pourrait citer en 5e position ce qu'on pourrait appeler l'affaire Albert Bourgier, de l'avocat français. Cet avocat qui a reconnu avoir transporté des mallettes d'argent dans les couloirs de la France-Afrique, de l'Afrique vers l'Élysée. Ça aussi, c'est la France-Afrique sous l'angle de la coopération et surtout sous l'angle financier. Il y a aussi, si on rentre un peu plus loin dans l'histoire, l'affaire des diamants centrafricains qui à l'époque opposait le président français Giscard d'Estaing à son homologue François centrafricain, son cher parent, comme il aimait bien l'appeler. D'un autre côté, toujours dans les couloirs de la France-Afrique, on se souvient que lors des élections présidentielles ivoiriennes en 2011, et plus particulièrement lors du face-à-face Gbagbo-Ouattara, le président Gbagbo avait dit « Mais Alassane, vous savez que on a commencé à parler de l'argent du pétrole ivoirien seulement quand je suis arrivé au pouvoir. On peut se demander tout naturellement où allait donc l'argent du pétrole ivoirien avant l'arrivée du président Gbagbo. C'est une question, même si cela ne garantit pas que ce fut en rapport avec la France-Afrique. Ensuite, toujours comme marque de la France-Afrique, on se souvient lorsque le feu président Bongo est mort. Les médias français ont pris les devants pour annoncer ce décès, prenant ainsi de court les autorités officielles gabonaises qui ne pouvaient pas confirmer ce que la France avait annoncé. Il aurait été certainement plus légitime que les autorités gabonaises, soient les premières à annoncer le décès du président du Gabon. Mais la France-Afrique et l'esprit dominateur caractéristique du concept en avait décidé autrement. Et cela avait suscité les incidents diplomatiques qu'on peut imaginer. Il y a également au Cameroun, il y a quelques années, une affaire entre la CAMER, la compagnie camerounaise aéronautique d'alors, et Air France. Au point que le directeur d'alors de la CAMER avait immobilisé un avion d'Air France sur les aéroports du Cameroun. Pourquoi? Parce que dans les clauses du contrat qui opposait la CAMER à Air France, la CAMER respectait sa part de clause, mais sans que Air France le fasse. Donc ça, c'est un aspect de la France-Afrique vu sous l'angle du transport aérien. On se souvient aussi de cette affaire qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive au Tchad, l'affaire de l'Arche de Zoé. Alors, face à cette affaire, le président Sarkozy avait déclaré ceci: ils reviendront en France quoi qu'ils aient fait. Je rappelle à l'attention de ceux qui n'avaient pas suivi cette affaire de l'Arche de Zoé, c'est une affaire au cours de laquelle on avait démantelé un réseau de Français qui voulaient faire immigrer 103 enfants tchadiens de manière clandestine vers l'Europe, certainement à des fins qui laissent à désirer. Alors, quoi qu'ils aient fait, ils rentreront en France, c'est ce que le président Sarkozy avait déclaré. Là aussi, c'est le ton de défiance de la France-Afrique, un ton dominateur. On se souvient aussi, pendant la sérieuse crise électorale de Côte d'Ivoire, qui a suivi le deuxième tour des élections présidentielles, eh bien, le président Sarkozy avait donné un délai au président Gbagbo, son homologue ivoirien, chef d'un État souverain, de démissionner.
Il faut être France-africain dans l'esprit pour penser de la sorte. Ça, c'était un fait assez rarissime dans l'histoire de la politique internationale. Mais le président Sarkozy l'a fait. Autre marque de la France-Afrique, sur le plan économique cette fois-là, c'est que les ports fluviaux de nombreux pays africains francophones, pour ceux qui en ont, sont contrôlés à plus de 50% par les entreprises françaises. Presque autant que les avoirs financiers des États africains francophones sont contrôlés par le Trésor français. Ce qui constitue autant d'insuffisances sur le plan des avoirs financiers de l'Afrique. Voilà, mesdames, messieurs, un certain nombre d'exemples concrets de marques France-africaines que nous avons pu relever sur le terrain, sans avoir la prétention, bien sûr, d'être exhaustif. Alors maintenant, quelles leçons est-ce qu'on peut tirer de cela? Sincèrement, il faut réaliser que la France-Afrique est tellement ancrée. Elle serait très difficile à changer. Ce serait trop pénible pour François Hollande, comme pour ses prédécesseurs et pour ses successeurs aussi. La France y gagne suffisamment. La France n'a pas intérêt à ce que la France-Afrique change. Ça, nous le savons. Parler de changement dans la politique france-africaine, pour les chefs d'État français, c'est une façon de parler. C'est une façon de dire quelque chose, pas puisqu'il faut dire quelque chose aux journalistes. Il faudrait que nous, Africains, on le comprenne définitivement. Cela suppose donc qu'avec l'arrivée de François Hollande, l'Afrique, ou tout au moins l'Afrique francophone, a le devoir bien sûr de l'embrasser, mais sans oublier le conseil historique du général de Gaulle, à savoir qu'en politique, il n'y a pas d'amitié, il n'y a que des intérêts. Le moment est bien indiqué pour s'en souvenir. D'un autre côté, nous savons que désormais la France-Afrique va être confrontée, ou alors est de plus en plus confrontée à la Chine-Afrique, relation Chine-Afrique, à ce qu'on peut appeler la Sine-Afrique, c'est-à-dire une relation sino-africaine avec le Japon, ou encore ce qu'on peut appeler l'Indian-Afrique, relation Inde-Afrique. Voilà de nouveaux concepts qui pourraient visiblement contribuer à affaiblir la France-Afrique. D'un autre côté, si on parle de France-Afrique, réalisons qu'on peut choisir aussi de parler de l'afro-francité, un peu comme pour apporter une nouvelle vision dans ces relations qui serait relativement équilibrée. Ou alors en faveur de l'Afrique, pourquoi pas. C'est un peu comme au Cameroun à l'époque, lorsque quelqu'un parlait de conférence nationale souveraine, et qu'en face d'autres lui parlaient de large débat national, c'était un jeu de mots où chacun se voulait maître de son concept et l'autre esclave. Ensuite, nous devons réaliser que c'est à l'Afrique de changer la France-Afrique. C'est aux Africains de changer la donne. Et pour cela, nous devons espérer arriver au stade où on est des Africains plus éveillés spirituellement, intellectuellement, mentalement, etc. Il ne s'agira pas seulement des dirigeants, même du bas peuple. Il y a un travail de fond à faire sur la valeur intrinsèque de chaque Africain. Par exemple, être colonialement nettoyé pour devenir afro-optimiste, afin de pouvoir peser sur le concert des nations. D'un autre côté, pour espérer désamorcer la France-Afrique un jour, il faudrait que l'Afrique peut-être envisage de développer ses propres capacités militaires. C'est vrai, ça peut pas être paradoxal à un moment où on a tendance souvent à parler de démilitarisation, de désarmement, et ainsi de suite. En réalité, militariser l'Afrique aujourd'hui, ce ne serait pas dans l'optique de faire de la guerre, mais simplement dans l'optique de se faire respecter.
Nous savons tous que la force militaire est un moyen de s'imposer. Autant que ça aide les autres, ça peut également aider l'Afrique. Et pour finir, nous n'allons pas manquer d'évoquer cette monnaie virtuelle qui a été créée par des Camerounais, dénommée le CAM, qui pourrait être un moyen de sortie des contraintes monétaires financières de la France-Afrique. Nous invitons donc les uns les autres à pouvoir être regardants face à cette monnaie qu'on devrait pouvoir même utiliser. Il s'agit d'une monnaie virtuelle, monnaie électronique, qui a été créée par des Camerounais de la diaspora. Voilà, mesdames, messieurs, ce que nous avons pensé pouvoir dire en ce 12 mai 2012, au lendemain des élections présidentielles françaises, qui a vu la montée de François Hollande, et par rapport à cette conférence panafricaine internationale qui a lieu en ce moment en Europe. C'était une contribution de la Centrale panafricaine de recherche scientifique et culturelle. Au microphone de présentation, c'était toujours comme Bernard, pour vous servir. Merci, au revoir.